Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. J'accueille avec moi ce jour Michael. Salut Michael. Salut Damien, salut tout le monde. Alors, nous allons décrypter l'actualité NFL et les résultats de ce week-end avec en premier la performance, parce que c'était vraiment le gros choc de la NFC West entre les Cardinals et les Rams. Et les Cardinals ont laissé aucune chance aux Rams. Ils ont réalisé un match monstrueux offensivement avec une victoire 37-20. Michael, qu'est-ce que tu penses de cette équipe des Cardinals? Est-ce que tu crois que cette performance est un vrai statement qui montre qu'il va falloir compter plus que jamais sur eux en NFC et même pour plus loin? Alors déjà, je pense que ça montre clairement un état de forme de l'équipe qui est un peu au-dessus des autres sur ce début de saison. Quand on voit déjà 37 points passés aux Rams, qui sont une des meilleures défenses NFL, déjà c'est très fort. C'est leur 4e match à plus de 30 points sur le début de saison, donc 4 matchs à plus de 30 points en 4 rencontres. Donc c'est une grosse offensivement, avec un Kyler Murray qui est juste énorme depuis le début de saison et qui fonctionne super bien, et avec les receveurs. Le jeu de course marche bien. Chase Edmonds a été encore très bon hier. Il a réalisé 120 yards avec juste 12 courses, donc 10 yards à la course, par course, c'est plutôt pas mal. Et on parle beaucoup de leur attaque, on parle un peu moins de leur défense. Je trouve qu'ils ont été aussi très bons, parce que limiter les Rams à 20 points, c'était quand même pas si simple que ça quand tu vois comment les Rams ont performé depuis le début de saison avec staff. Donc grosse perf, ça c'est sûr. Après, attention quand même, parce que la saison va être longue. Il y a beaucoup de matchs, il y en a un de plus cette année. Et on se rappelle des Steelers l'année dernière qui avaient démarré tout feu tout flamme et qui se sont complètement éteints sur la fin de saison. Donc pour moi, je mets le seul bémol que je mets, c'est ça, c'est que la saison va être longue. On verra s'ils sont encore à ce niveau dans une dizaine de matchs. Ouais, c'est clair. Tu parlais de la défense pour le coup. Avant ce match, les Rams avaient 30 points, 30,7 points en moyenne. Et donc là, ils ont encaissé que 20 points durant ce match. Vraiment, la défense des Cardinals a réussi vraiment à les tenir. Et du coup, ça a permis à l'attaque de pouvoir bien bouger. C'est vrai que c'est aussi c'est bien que tu soulèves la continuité. C'est peut-être un problème de ces Cardinals, en tout cas quelque chose qui leur a fait mal la saison dernière, c'est qu'ils n'ont pas forcément réussi en tout cas dans les moments clés, à avoir cette puissance offensive et cette qualité qu'on leur connaît en fait. Et je pense en particulier vraiment à la fin de saison qui avait été catastrophique aussi parce que bon, Kyler Murray s'était blessé, mais pas que, c'était vraiment difficile, quoi. Il y avait beaucoup de déception et de frustration, donc attention à ne pas refaire la même chose. Ouais, je suis d'accord. Après, un point quand même qu'il faut souligner, sur leurs 4 victoires, il y a quand même 3 victoires à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même une perf, parce que ils n'ont pas joué 3 matchs à domicile. Donc 3 victoires à l'extérieur, il faut quand même le faire. Donc ça montre qu'il y a une grosse équipe, ils se sont bien renforcés, ils ont été intelligents durant la off-season. Donc pour moi, il y a quelque chose à faire avec cette franchise. Maintenant, c'est clair, ils sont dans une division qui est quand même très costaud, avec les Rams, les Seahawks et les Niners. Donc, c'est déjà tout le monde peut remporter la division potentiellement. Donc, ça va être déjà très dur et très intense toute la saison pour terminer premier de la NFC West. Et donc, je pense qu'ils vont y laisser des forces. C'est pour ça que je dis attention sur la longueur, à voir comment ils vont se comporter. Ouais, en plus, ils auront la semaine prochaine, donc ils affrontent les 49ers, donc on a déjà encore un choc de la NFC West. Et la semaine d'après, c'est les Browns. Et donc, ça sera encore un gros test défensif. Ouais, Les gros Browns match. qui ont été vraiment très, très impressionnants ce week-end. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard au niveau défensif et qui ont vraiment passé le cap contre cette équipe des Vikings. Et ça sera vraiment un énorme test. Au final, c'est peut-être un petit Super Bowl de rêve avant l'heure entre les Cardinals et les Browns, puisque ce sont deux équipes très ambitieuses, deux équipes qui montent chacune dans leur conférence. Ouais, alors pour le coup, les Browns me paraissent une équipe beaucoup plus crédible pour faire une saison jusqu'au Super Bowl.
J'ai vraiment bien aimé le travail de Stefanski, le coach, l'année dernière. Il a vraiment créé quelque chose au sein de cette équipe, une vraie dynamique, un vrai état d'esprit, et il a aussi su tirer le meilleur de Baker Mayfield. Donc, eux, pour le coup, je pense ils sont montés d'un cran cette année. Alors, pour l'instant, sur le début de saison, il y a aussi des choses à redire, hein. Même le match contre les Vikings, ils l'ont remporté, mais c'était pas super fluide. Ils ont Mhm. gagné juste 14-7, donc ça aurait pu être largement mieux. Mais c'est une équipe qui, pour moi, est encore un cran au-dessus de la saison dernière. Et je les vois comme vraiment un client crédible pour aller au Super Bowl. Ouais, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, enfin, je sais plus, j'en avais fait des prédictions, tout ça, mais vraiment, c'est l'équipe que je vois aller au Super Bowl en AFC. J'ai trouvé le match contre les Vikings vraiment intéressant au niveau défensif. C'était peut-être pas un beau match dans le sens où c'est pas comparé aux autres matchs où ils ont beaucoup marqué. C'était vraiment, vraiment très différent. Leur défense a vraiment, vraiment étouffé les Vikings, qui avaient été très, très bons offensivement depuis le début de la saison. Ils ont vraiment mis beaucoup de pression sur Kirk Cousins. Et puis derrière, il y a eu beaucoup d'interceptions. Et c'est un peu ce qui avait manqué à cette équipe des Browns. En fait, j'ai l'impression que pendant ce match, Kevin Stefanski, il a appliqué la formule secrète de Mike Zimmer et qu'il a appris avec lui à Minnesota, là, avec beaucoup de courses et vraiment une maîtrise du temps et cette défense lourde qui force des turnovers, quoi. Et il l'a appliqué et l'élève a dépassé le maître, en tout cas, pendant ce match. Après, en plus, quand tu as une paire de running backs comme Hunt et Chubb, c'est quand même beaucoup plus simple de venir Oui. imposer ton rythme sur le jeu au sol. Donc c'est clair que Stefanski a raison de l'utiliser et d'en abuser même, parce que c'est des joueurs, surtout Nick Chubb, que moi j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est vraiment un joueur hors norme, et tu peux vraiment donner le rythme que tu souhaites au match si ces deux joueurs-là sont dans un bon jour. Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup aussi Nick Chubb. C'est vraiment un des receveurs que je trouve vraiment. Un des receveurs. Un des Running running back. back. Running back. Mais alors peut-être c'est peut-être pas le meilleur receiving back de la NFL. Je pense que Karim Hunt est meilleur à ce jeu-là que lui, mais voilà, quand même. De la Euh, NFL, je crois qu'Alvin Kamara surpasse ouais. tout le monde. L'autre équipe de la NFC que j'ai trouvé très impressionnante et du coup qui va nous donner l'occasion d'en parler, ce sont les Dallas Cowboys qui affrontaient les Panthers, Panthers qui étaient invaincus jusqu'à ce match. Les Cowboys ont fait vraiment un match monstrueux à tous les niveaux, j'ai l'impression, offensivement, avec Dak Prescott à la passe, avec Ezekiel Elliott à la course, et puis même défensivement, il y a eu ce qu'il fallait. Au final, ils repartent avec une victoire 36-28. Je sais pas ce que tu penses de cette équipe de Dallas, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est arrivée pareil, à un niveau qui est impressionnant et qui va permettre de bâtir pour la suite de la saison. Oui, oui, en plus, on en parlait durant notre émission, le tailgate des Cowboys, et c'est ce que je disais. Je trouve que l'équipe, déjà, moi, m'a impressionné. Je les attendais pas forcément à ce niveau-là avec le Mhm. retour de Prescott. Prescott est quand même revenu à son meilleur niveau. Lui-même a dit il trouvait qu'il jouait son meilleur football actuellement. Donc ça, déjà, c'est un point vraiment essentiel pour cette équipe. Et offensivement, évidemment, Amari Cooper, CeeDee Lamb, Tony Pollard, Zeke Elliott, Prescott, c'est juste un régal de les voir jouer. Moi, c'est défensivement que je trouve que l'équipe est aussi, que ce soit Micah Parsons, Diggs, on a vraiment des joueurs qui ont très bien démarré la saison. Et comme je le disais en fait durant l'émission, c'est vrai que ils ont eu cette malchance entre guillemets de jouer les Buccaneers en ouverture. Mais si les Cowboys avaient joué une autre équipe, ils auraient pu remporter ce premier match. Et aujourd'hui, ils seraient à 4-0 et on se dirait, est-ce que les Cowboys ne sont pas un candidat pour le Super Bowl? Donc si on écartait un peu ce match d'ouverture qui a été assez fou avec les Buccaneers, finalement, c'est une équipe qui a sorti 3 victoires depuis, qui est vraiment, je trouve, impressionnante. Enfin, ils sont un peu, on a l'impression un peu en rouleau compresseur là. Et à mon avis, ça peut être vraiment une surprise côté NFC. Surtout que bon, ils sont dans une division où ils devraient remporter le titre de division assez facilement face à Washington, Oui. Philadelphie et New York. Pas Je trop de pense que ça risques. va.
Je pense que ça va aller. Donc du coup, pour moi, on devrait les retrouver assez facilement en playoff. Et ouais, à mon avis, ça peut être la petite surprise côté face aux Bucks, aux Rams ou aux Cards. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Ils vont être très difficiles à jouer parce ils ont cet aspect rouleau compresseur. Et je suis très content de voir Ezekiel Elliott revenir au niveau qu'on le connaît, qu'il avait pendant ses premières années en NFL. Et puis voilà, avec les Buckeyes, il est vraiment très impressionnant, très solide. Et j'ai l'impression qu'il facilite aussi pas mal la tâche aux Cowboys, puisque voilà, c'est censé être le moteur offensif de l'équipe à la course, et il assume enfin ce rôle, et c'est vraiment, vraiment impressionnant à voir mettre en place, parce que c'est voilà, quand Ezekiel Elliott joue comme ça, il est vraiment difficile à arrêter, et puis et ils ont fait ça contre les Panthers. Je veux dire, il fait ce match à plus de 140 yards contre les Panthers, qui avaient vraiment une très très bonne défense depuis le début de la saison, la meilleure défense de la NFL depuis le début de la saison. Et malgré un très bon match des Panthers, puisque ils se sont donné un peu coup pour coup jusqu'à la fin du match, avant que les Cowboys s'envolent. Et les Cowboys sont quand même allés chercher cette victoire contre une équipe qui était et qui est toujours, je pense, quand même euh, une force dans la ligue. En tout cas, cette année. Oui, et surtout avec un quarterback qui retrouve le niveau qu'on attendait de lui. Mhm. Alors évidemment, il n'était pas forcément dans la bonne franchise jusqu'à présent, mais Sam Darnold, qui franchement, moi, m'impressionne en fait, parce que je le voyais pas du tout à ce niveau-là cette saison. Et il trouve vraiment très très bon, et c'est certainement le meilleur joueur offensif actuellement de l'équipe. Ouais, c'est clair. C'est vrai, il est partout, il a vraiment montré toutes ses qualités en fait, à la passe, aussi capable de courir, tout ça, donc ça rend vraiment cette équipe intéressante. Sachant Euh, qu'il joue en plus sans McCaffrey qui est blessé. ouais, c'est clair. Et tous les fans de fantasy football qui pleurent Je l'ai dans mon l'absence de équipe. J'en dirai pas plus, mais Oh là là, ça c'est dur, hein. c'était mon premier choix, C'est donc dur. voilà. Wow. Premier choix en plus, ça c'est terrible. Mon premier choix c'était Ezekiel Elliott. Et je me rappelle quand on faisait la draft, tout le monde disait: Ah, pourquoi tu as pris Ezekiel Elliott? Oh, le choc, incroyable, pourquoi tu as fait ça? Ah, qui est-ce qui rigole aujourd'hui, hein, franchement? Non, mais en J'ai plus, tellement- je reconnais que moi-même, j'ai dit beaucoup de mal de Zeke Elliott en début de saison, parce que je l'avais trouvé. Je trouve qu'il a vraiment mis un certain temps à démarrer. Oui, oui. Mais en tout cas, il revient, et là, il a été énorme ce week-end. Donc, non, non, je reconnais, je fais mon mea culpa concernant Zeke Elliott. Non, mais je l'avais pris en souvenir du bon vieux temps, en souvenir du passé à Ohio State, donc voilà, ça compte pas forcément. Mais c'est sûr qu'il avait fait un début de saison qui était un petit peu bizarre. Et je pense aussi que c'est lié à l'utilisation de Mike McCarthy, que j'ai l'impression qu'il utilise beaucoup plus que pendant ce premier match. Il n'avait pas eu beaucoup de courses, et quand il en avait eu, bah, c'était vraiment pas du tout incisif. Et je pense que ton article était à 100% justifié. Tout ce que tu avais dit dedans sur Ezekiel Elliott était justifié, dans le sens où il était un peu méconnaissable. Et en fait, si, il était reconnaissable parce que c'était le Ezekiel Elliott qu'on voyait depuis un an et demi, 2 ans, C'est quoi. ça. Et c'était vraiment inquiétant. C'était pas du tout le joueur qu'avaient drafté les Cowboys. Donc voilà. Oui, et puis surtout, on avait un Pollard qui, lui, pour le coup, je l'avais trouvé beaucoup plus tranchant Oui. et dans ses courses. Et c'est vrai que McCarthy l'avait pas mal utilisé, et ça pouvait se comprendre. Mais en tout cas, Zeke Elliott a, pour le coup, fait taire toutes les critiques, puisque là, il revient. Il revient, et je pense que ça va faire beaucoup de bien aux Cowboys, qui vont pouvoir justement diversifier le jeu d'attaque Mhm. entre le sol et la passe. Et à mon avis, ce sera très important cette saison pour eux. Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup ce duo avec Pollard. Je l'avais trouvé aussi vraiment très bon. Je me rappelle en particulier du match contre les Chargers. Ils avaient vraiment bien utilisé les deux. C'était vraiment très équilibré, très, très, très bien. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre, je suis d'accord, d'avancer. Ouais, ouais, tout à Euh, fait. Petit clin d'œil à l'ancienne équipe de Sam Darnold, puisqu'ils sont allés chercher, les New York Jets sont allés chercher Ils leur sont premier vraiment allés la succès. chercher, hein. Ah ouais, ils se sont battus contre les Titans pour aller chercher leur premier succès de la saison, le premier de la carrière de Zach Wilson. C'était Ouais. vraiment un match incroyable et un match inquiétant pour les Titans. Je te laisse en dire ce que tu veux, et peut-être qu'après on discutera des Titans qui personnellement m'inquiètent énormément.
Ouais, alors déjà, bon, la première chose, c'est que je me suis dit quand j'ai vu les Titans revenir dans le match et égaliser et pousser le match en prolongation, je me suis dit bon, ça y est, c'est fini, les Jets ont laissé passer leur chance, ils vont perdre en prolongation et ils seront à 0-4 ce soir. Et finalement, ils ont réussi à marquer ce field goal qui, à mon avis, a libéré beaucoup de monde là-bas, dont Zach Wilson, parce que c'est vrai que la première victoire en NFL, c'est toujours très attendu par des rookies comme ça qui ont été draftés très haut. Donc là, ça y est, c'est fait. Les Titans, moi, c'est la défense qui m'a beaucoup déçu. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'équipe fantasy. Il faut savoir que toute la semaine, j'ai essayé de récupérer donc dans mon équipe fantasy la défense des Titans en me disant c'est bon, avec un Zach Wilson qui lance 4 interceptions par match, je vais marquer beaucoup de points. Et arrivé là, du coup, j'ai pas marqué beaucoup de points grâce à leur défense parce que ils en ont pris 27 et franchement, je les trouve, oui, plutôt très inquiétants de ce côté-là. Ça a toujours été un point fort aux Titans et là, cette année, ça semble avoir beaucoup plus de mal à prendre. L'arrivée de Julio Jones aussi, pour l'instant, ne semble pas avoir autant d'impact que ça offensivement. Donc, je sais pas ce que ça va donner du côté du Tennessee, mais en tout cas, on n'est pas là où on espérait être au sein de la franchise. Ouais, c'est clair. En fait, maintenant, on va juste renommer le podcast de cette semaine les choix qui ont mal tourné de la fantasy de Michael, parce que voilà, maintenant, Écoute, j'ai quand même gagné mon match, heureusement, mais franchement, il y a eu 2-3 choix effectivement un peu discutables de ma part. Ouais, tu pouvais pas savoir d'un côté, ça se comprend, mais c'est juste, voilà, c'est juste que des choix imprévisibles qui ont été imprévisiblement contre toi. Au final, tu es bien classé en plus, hein, parce que ceux qui ne sont pas inscrits à notre fantasy peuvent pas le savoir, mais je pense que tous les auditeurs ont besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans la fantasy de Free Agent. Parce que je crois que Exactement. t'es pas premier, mais t'es dans les premiers. Hein. Alors, pour tous nos auditeurs, actuellement, je suis troisième. 3 victoires, Ah, une défaite. Bon, c'est solide. ça, ça va, mais effectivement, il y a quelques joueurs qui m'ont causé quelques soucis depuis quelques temps. Et je viens de voir passer quelque chose sur le site The Free Agent. David Montgomery est blessé pour 5 semaines. Ouais, 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 c'est Voilà. énorme Donc, pour comme toi. McCaffrey, je l'ai dans mon équipe. Donc, c'est vraiment, c'est super. Si ça intéresse quelqu'un. Ouais, je recherche un running back du coup. En fait, maintenant, tu devrais juste publier ton équipe sur les réseaux sociaux et les gens ils vont pouvoir prédire qui va être blessé jusqu'à la fin de la Ah saison non, et mais qui. là, c'est le coup dur. Là, j'ai plus de running back. Il me reste que James Robinson. Donc, Ouais, bon, bon, ça va encore. James Robinson, c'est un très bon choix et tout se porte très très bien pour lui cette saison quand même. on va essayer de survivre. Ouais, Non, pour revenir à ce que l'on disait, en tout cas, oui, vraiment, je pense que les Titans ont de quoi s'inquiéter. Je ne sais ouais. pas si c'est un problème de coaching. Il y a eu que sortie du coach, c'est Mike Vrabel, ouais, qui ont. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça hyper judicieux. En particulier celle qu'il avait fait sur Jones. Donc bon, à voir. Ça, effectivement, je comprends quand tu dis que on peut être inquiet pour eux. Ouais, ouais, ça fait quelques matchs et même, je dirais, il y a eu pas mal de matchs la saison dernière qui m'inquiétaient quand je voyais en défense et je voyais rien s'améliorer pendant l'intersaison, même pire puisqu'il n'y avait plus Jadon Clowney. Ouais. Euh, donc voilà, et c'est un domaine qu'ils avaient besoin d'améliorer et ils l'ont pas fait et ça se voit. Et je suis d'accord avec toi, il y a sûrement une question de coaching là-dessus parce que c'est pas possible que la défense joue aussi mal, il y a pas de pression, quand la balle est dans les airs, il se passe plus rien. Donc c'est vraiment très inquiétant. Ils sont en train de se tirer une énorme balle dans le pied parce qu'en attaque, ils ont ce qu'il faut pour être compétitifs. Ouais, après, une chose est claire, c'est une franchise qui devrait pas avoir beaucoup de mal à sortir de sa division, à être champion de division. C'est sûr. Ils ont les Texans, les Colts et les Jaguars avec eux. Je m'attendais un peu mieux quand même des Colts sur cette saison. Je pensais vraiment qu'on les retrouverait à un meilleur niveau, surtout que Carson Wentz a été plutôt performant depuis le début de la saison régulière. Mais ils ont du mal à enchaîner les victoires. Et c'est vrai que les Titans, quelque part, les playoffs, ce sera quand même assez facilement accessible. Mais on risque de les retrouver sortis en wildcard parce que ils n'auront pas su se mettre au niveau nécessaire pour être un peu dangereux justement en AFC. Ouais, c'est clair.
c'est clair. Par contre, on reste dans l'AFC et on a eu pas mal encore de grosses performances du côté de l'AFC. Je pense à la performance offensive des Chiefs qui ont réalisé vraiment un match très impressionnant contre les Eagles. C'était vraiment, pour le retour d'Andy Reid à Philadelphie, c'était vraiment un festival offensif puisqu'ils ont gagné 42-30. Donc c'est bien de la NFL en fait, hein. On n'est pas en train de vous parler de Patrick Mahomes en Big 12 ou c'est pas le podcast de college football avec Lucas du vendredi, hein. Vous êtes vraiment pas trompés, on est bien en NFL. 5 touchdowns pour Mahomes, c'était vraiment impressionnant. Ouais, 5 pour Mahomes, 3 pour Tyreek Hill. Ouais. Évidemment, le duo a été dévastateur ce week-end. Mahomes, en plus, qui a égalé tout un tas de records ou qui en a battu tout un tas. Il a rejoint Dan Marino sur le nombre de matchs avec 5 touchdowns lancés. Il est devenu aussi le seul quarterback à lancer 4 fois 5 touchdowns durant ses 50 premiers matchs en NFL. Donc ça montre juste le niveau du joueur. Et alors on en avait parlé en plus dans le podcast. On avait dit que les Chiefs allaient se réveiller et il y aurait une réaction d'orgueil. Et elle a eu lieu, ça c'est clair. Maintenant, reste une équipe que je trouve beaucoup moins compacte et homogène que ce qu'on a pu voir la saison passée ou même celle d'avant. On a vraiment cette impression que pour gagner, il va falloir que Mahomes lance 4 touchdowns par rencontre. La défense est quand même moins forte, je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est un petit peu inquiétant parce que Mahomes pourra pas lancer 4 touchdowns à tous les matchs. Donc, la défense avait fait le succès et avait permis à ces Chiefs de devenir champions parce que c'était vraiment cette amélioration en défense qui leur avait permis de gagner le Super Bowl et de devenir cette franchise vraiment, vraiment monstrueuse. Pas juste cette franchise avec un excellent quarterback qui fait des très bons matchs au niveau offensif et qui se fait briser le cœur en playoff par Tom Brady. Donc, c'est très inquiétant. Je comprends pas parce qu'il n'y a pas eu de départ au niveau du personnel défensif. C'est toujours la même équipe. C'est très difficile à comprendre. Peut-être que ça va s'arranger avec le temps. C'est aussi ça que ça fait les grandes équipes. Et je pense que les Chiefs sont devenus une grande équipe. Euh, on verra pendant la suite de la saison, mais pour l'instant, tous les indicateurs sont en rouge en défense, hein. Ouais, complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que de l'autre côté, l'attaque fonctionne plutôt très bien. Je regardais au niveau du jeu au sol. On a un Clyde Edwards-Helaire qui a fait des bonnes performances, des moins bonnes. Il y a eu des fumbles aussi, donc ça a été un peu mitigé. Mais là, si on regarde son dernier match, il a été très bon face aux Eagles. Il a totalisé 102 yards sur 14 courses, donc une grosse performance. Mais c'est vrai que on a toujours cette défense qui doit s'améliorer parce que c'est clair que arriver face à des équipes comme les Buccaneers, comme les Bills, ce sera très compliqué. Ouais, c'est clair. Ça paraît vraiment un petit peu mission impossible si ça s'améliore pas. Avant de passer au choc de l'AFC West, j'aimerais juste un petit peu parler des Broncos avec toi qui ont perdu leur premier match de la saison ce week-end contre les Ravens. Il y a beaucoup de choses qui se ressortent de ce match. D'abord les Ravens que j'ai trouvé vraiment très intéressant et en particulier Lamar Jackson qui, pour le coup, c'est bien passé si encore il y en a certains qui avaient des doutes. Qui a lancé une Et super passe. Hein. ouais, magnifique pour Marquise Ouais, Brown. la réception est vraiment Ouais. magnifique. On peut faire un poster et puis après on peut le mettre, on peut le mettre chez soi, quoi. C'était Ouais, vraiment ouais, très, non, très beau. franchement. Vraiment très beau. Et bon, par contre, une performance un petit peu molle en fait des Broncos et une performance en particulier en attaque, j'ai trouvé vraiment l'impression qu'ils sont replongés dans leur vieux démon de l'an dernier où ils n'arrivaient pas à avancer avec la balle et où il se passait pas grand-chose. Je sais pas ce que tu penses de cette franchise des Broncos qui avait bien commencé la saison et où tout se passait bien et au final, il y a cette performance qui est un peu inquiétante contre les Ravens. Oui, alors après, je pense que tout simplement, les Ravens ont remis un peu les pendules à l'heure dans la division, c'est-à-dire dans la FC West, puisque les Broncos étaient invaincus jusque-là et je pense que c'était un petit peu surestimé par rapport au vrai niveau de cette équipe. Ils ont quand même affronté des équipes qui avaient des bilans, je crois, de 0-9 sur les
les 3 premières journées de saison régulière, donc plutôt des équipes du bas de tableau. Et je pense que là, voilà, cette défaite contre des Ravens qui sont candidats au Super Bowl, je pense que c'est complètement logique. Après, il y a quand même eu un événement aussi qu'il faut pas oublier, c'est que Teddy a dû sortir en fait pour une commotion cérébrale. Ouais. Et donc ça, je pense que ça va, enfin forcément, l'entrée de Drew Lock a pas été très bonne, donc ça a aussi eu un impact sur l'équipe parce que Bridgewater, je trouve qu'il a été très bon depuis qu'il est arrivé aux Broncos. En plus, vraiment pour moi, c'est un quarterback qui est sous-estimé. On en parle très peu, on évoque rarement ses performances, et pourtant je le trouve très régulier et surtout très décisif. Enfin, c'est un quarterback vraiment il est là dans les moments chauds, et j'aime vraiment bien sa façon de jouer. Il est capable de courir en plus. Mais c'est vrai que sa sortie a quand même pas mal pénalisé aussi Denver. Donc ouais, défaite, mais pour moi défaite assez logique face à des Ravens qui ont joué à leur niveau. Ils ont refait un match à plus de 100 yards à course comme d'habitude. C'est le 43e de suite, donc voilà, ils ont capitalisé sur ce qu'ils savent faire. Et en plus, on a Jackson qui lance une super passe pour Hollywood Brown pour un magnifique touchdown. Donc tout va bien à Baltimore. Ouais, j'ai beaucoup aimé les Ravens ce week-end. J'attendais vraiment ce match parce que quand même la défense de Denver, c'est toujours un test, et en particulier cette saison où tout se passait bien. Et ils ont passé le test, et mieux encore, je les ai trouvés vraiment impressionnants, donc ça promet vraiment pour la suite. Bon, je pense qu'il est temps de discuter du grand choc de ce match de la AFC West remporté par les Chargers contre les Riders. C'est vraiment une grosse performance des Chargers. Et je ne sais même pas si on doit être surpris, en fait, parce que c'est tout ce qu'on voit depuis le début de la saison qui s'est matérialisé contre un gros rival. Ça, on attendait de voir s'ils allaient être capables de faire ça, et ils l'ont fait. Ils ont dominé les Raiders sur franchement exactement ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire on mise sur Justin Herbert, évidemment qui a été au rendez-vous, mais comme d'habitude, je dirais depuis le début de saison, il a lancé 3 touchdowns tranquilles, donc franchement super performant. Le jeu au sol a été très bon. Austin Ekeler, pareil, depuis quelques matchs, il est quand même à un niveau assez impressionnant. Et en face, on avait des Raiders qui ont fait une première mi-temps quand même assez catastrophique. Ils sont arrivés à 21-0 à la pause. Donc, ça s'est pas très bien passé durant cette première mi-temps. Je crois qu'ils avaient même pas 60 yards totalisés entre la course et la passe sur la première mi-temps. Donc, vraiment, ils ont complètement raté la première partie de la rencontre. Et moi, par contre, tu dis que ouais, effectivement, on n'est pas forcément surpris. Moi, je suis quand même surpris de Justin Herbert, pas de sa capacité à lancer, de sa capacité à jouer de cette façon-là, mais plutôt de la manière dont finalement il s'est imposé dans la ligue depuis la blessure de Burrow l'année dernière et jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il est monté en puissance. On a l'impression de voir un quarterback qui est en 4e ou 5e année en NFL. Il y a très peu de déchets dans son jeu. Il lance peu d'interceptions. Il est vraiment efficace. Il prend des risques en plus. Et franchement, c'est un plaisir de le voir jouer, quoi. Tu sais qu'il va se passer quelque chose à n'importe quel moment avec lui. Ouais, c'est clair. Il a un contrôle, une maîtrise et surtout un calme qui est pas digne d'un joueur de deuxième année. Je suis d'accord avec toi. C'est très très fort. Maintenant, voilà, après, ça s'explique, je pense, aussi avec sa belle relation avec Brandon Staley, qui a vraiment réussi à mettre en place un jeu offensif qui lui va parfaitement. Il n'est plus du tout surutilisé comme l'an dernier avec Anthony Lynn. On avait l'impression, voilà, Justin Herbert fait une excellente saison, il est rookie de l'année, il bat presque tous les records. Mais il y avait l'impression parfois que Anthony Lynn ne savait pas trop ce qu'il faisait avec lui et qu'il le lançait un petit peu au combat sans clé, et puis bon, Justin Herbert s'en sortait, et avec ses bons receveurs aussi. Là, cette fois-ci, il y a un vrai projet et un vrai aspect positif dans cette attaque des Chargers. Et du coup, comme tu l'as dit, ça se déroule très bien, sans faute, sans prendre de... Je veux dire, pas de risques inutiles, parce qu'ils prennent des risques, comme tu l'as dit, et c'est souvent très payant, mais c'est pas des risques inutiles, c'est des risques qui sont calculés, et c'est des risques qui
qui permettent d'avoir l'avantage et c'est ce que ne savaient pas faire les Chargers la saison dernière. Ouais, complètement. Et puis, il y a quand même une chose, hein, c'est qu'ils sont dans certainement l'une des divisions les plus fortes de la ligue en AFC West. Ils ont les Raiders, ils ont les Broncos, ils ont les Chiefs. Donc c'est quand même, il y a quand même du monde. Tout le monde affiche un bilan soit positif, soit comment dire, à 2-2 pour les Chiefs. Ouais, ouais. Donc aucun bilan négatif là-dedans. Donc il y a quand même du beau monde. En plus, on sait que les Chiefs vont vouloir revenir dans la lutte pour gagner la division. Donc ça va être une saison hyper compétitive dans cette division. Mais honnêtement, je vois pas les Chargers baisser de régime. Je pense que Justin Herbert va nous sortir vraiment une grosse saison cette année. Et comme tu le disais, il a une gestion et un calme qui sont vraiment surprenants pour un joueur de deuxième année. On a plutôt l'impression de voir un Josh Allen ou Ouais. un joueur qui est déjà là depuis plusieurs années et qui maîtrise la NFL. Herbert, non, c'est juste le début de sa deuxième saison et il joue comme les grands. Ouais, c'est clair, c'est clair et c'est vraiment agréable à voir jouer. Je pense que ça a aussi beaucoup attrait à sa personnalité. C'est au final quelque chose qu'on lui a reproché avant la draft, cet aspect un petit peu soi-disant que c'était pas un leader, que c'était quelqu'un de très calme. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui passe énormément de temps à étudier, la vidéo et donc c'est très bien. C'est un peu un nerd du football et Brandon Staley Ouais. aussi, donc je pense que c'est très, très bien cette association et ça se voit très bien. J'ai beaucoup aimé l'utilisation des tight ends pendant ce match contre les Riders puisque, Jared Cook et Parham Junior ont été très, 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 très utilisés et beaucoup moins Mike Williams qui a terminé avec 11 yards au final, alors que pourtant il avait été très utilisé pendant les autres matchs. Donc on voit vraiment cette capacité à cette attaque des Chargers à s'adapter à son adversaire et on voit qu'il y a, il y a un coaching exceptionnel. Hein. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'on dit sur Brandon Staley est vrai, hein. Il le prouve vraiment cette année. Et je voudrais juste aussi faire une petite remarque. L'année dernière, je pense qu'on avait un peu sous-estimé Burrow et Herbert. Alors, Mhm. c'était les rookies. Ils ont fait tous les deux très bonnes saisons. Burrow a été blessé, mais jusqu'à sa blessure, il avait plutôt réalisé une très bonne rentrée en NFL. Mais quand on voit en fait les quarterbacks rookies de cette année, euh, finalement, ça relativise le niveau d'Herbert et de Burrow et on a vraiment euh, on prend encore plus la mesure en fait de ce qu'ils ont réalisé. Alors spécialement Herbert parce qu'il avait joué toute la saison, mais de ce Oui. qui a été réalisé l'année dernière, je trouve vraiment que ce sont deux quarterbacks qui sont très très bons. Et quand on voit les Bengals à 3-1 et les Chargers à 3-1 cette année, ouais, on voit que c'est des quarterbacks les futurs grands quarterbacks de la ligue dans les 10 prochaines années. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense aussi à ça souvent ces week-ends de NFL avec tous ces rookies. Pourtant, c'est pas n'importe qui hein, qu'on a eu cette année, parce que vraiment, Trevor Lawrence, c'était vraiment le prospect attendu énormément, énormément, puisqu'il avait montré des choses incroyables, comme encore plus qu'Herbert et Burrow à l'université, puisque bon, Ouais, c'est il a clair. été voilà, encore plus en particulier qu'Herbert, puisque bon, Herbert n'a pas été champion national avec Oregon, il a gagné le Rose Bowl, il était MVP du Rose Bowl. Voilà, il a fait des saisons très solides, c'était un joueur très respecté par ses coéquipiers, ses coachs, tout le monde, aucun doute là-dessus. Mais c'était pas au niveau de la folie qui entoure Trevor Lawrence, c'est même Justin Fields voilà, Et qui puis a Lorenz, amené. c'est seulement 4 défaites en saison régulière Ouais, en université. C'est des stats aussi de fou, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Et voilà, on n'était pas là. Et pourtant, voilà, ils n'arrivent pas à avoir ce niveau-là. Et pourtant, quand même, d'accord, les Jaguars ont un niveau qui est terrible. Et on en discutera un petit peu plus tard aussi. Mais voilà, les Chargers avaient un niveau catastrophique la saison dernière. Et les Bengals aussi. Il y avait vraiment, pour le coup, Ouais, ouais. aucun des deux n'était aidé par son équipe, quoi. Il n'y a vraiment Ouais, c'est pas de clair. doute là-dessus. C'était une catastrophe. Mais je Donc, trouve que les deux franchises ont ouais. fait un très bon travail Ouais. durant l'intersaison, justement au niveau des choix qu'ils ont fait pour venir soutenir les deux. Et on voit que ça paye. 3-1, franchement, j'aurais pas parié que les deux seraient à 3-1 au bout de 4 journées. Ouais, c'est clair. Maintenant, moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, alors, Lawrence a montré des bonnes choses, mais il doit faire mieux. Mac Jones a été plutôt la bonne surprise, justement, avec les Patriots. Pour les Ouais. autres, on reste encore un peu sur notre fin pour l'instant. Alors, la saison est encore longue, on verra.
Après, Lawrence va certainement changer de coach, donc ça va peut-être aller un peu mieux après, à voir. Tu voulais peut-être nous en parler, Damien? Ouais. Oui, c'était un des sujets qu'on devait aborder. Donc, on avait eu donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, il y a beaucoup de contexte parce que ce qui s'est passé, donc les Jaguars ont failli remporter le premier match de la saison et se sont inclinés sur le fil contre les Bengals sur un field goal. Et donc, Urban Meyer était très triste par cette défaite parce qu'il espérait vraiment gagner. Et puis voilà. Donc, ils étaient à Cincinnati pour le match contre les Bengals. Donc, qu'est-ce que fait Urban Meyer? Il ne rentre pas avec son équipe, mais il reste en Ohio, puisque bon, Urban Meyer a été le coach de Ohio State. Il est natif de l'État de l'Ohio, sa famille vit là-bas. Il est très impliqué évidemment en Ohio, tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Et donc, il est resté à Columbus pour le week-end, pour suivre les Buckeyes et pour passer du temps avec ses petits-enfants. En tout cas, au départ, il devait passer du temps avec ses petits-enfants. Mais donc, au final, il est allé dans un bar, la Urban Meyer Pin's House, et on l'a vu, on l'a aperçu le lendemain avec une jeune femme qui dansait face à lui. Et il la tenait du bras, et voilà. Donc, voilà. Donc, On l'a plus c'est qu'aperçu même, je plus dirais. qu'aperçu, voilà. Donc, Ouais, c'est non, enfin, clairement, il y a une vidéo sur les réseaux et ouais. effectivement, je pense que, enfin, surtout aux États-Unis, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié, donc je pense que ça va être très compliqué pour lui la suite avec Jacksonville. Non, non, mais c'est pas apprécié, c'est clair. En plus, voilà, pour ceux qui connaissent pas Urban Meyer, en plus, c'est quelqu'un qui parle très souvent de sa famille, de sa foi. Si on va sur le profil Twitter de sa femme, il y a en bio, il y a écrit Faith, Family and Football, donc la foi, la famille et le football. Donc voilà, euh, faire une fille qui fait une danse avec voilà, alors que c'est pas sa femme, c'est impensable. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est un péché. Voilà, qu'il faut savoir, voilà, pour ces personnes qui sont a priori et en théorie si religieuses. Donc voilà, c'est en plus du fait de manquer de respect à sa femme, mais bon, à la rigueur, on n'est pas là pour juger de ça. Voilà, c'est quelque chose pour eux, pour ces gens-là, pour qui se disent aussi religieux, c'est quelque chose de très mal. Je crois on peut difficilement faire plus mal que de manquer de respect à son mariage comme ça. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et en plus, ça donne une image vraiment très mauvaise de ce qui est le coach des Jaguars. Normalement, c'est les rookies, c'est les joueurs à l'université qui font ça. C'est pas le head coach qui a presque 60 ans qui fait ce genre de choses, quoi. Mais c'est surtout ça, en fait, c'est qu'on a, enfin, d'un coach, j'ai pas souvenir ces Non, dernières années d'avoir vu ça. Enfin, c'est non, ça qui est le plus fou, en fait, c'est que oui, c'est honteux. on a vu l'autre fois, c'est Marquise Brown qui avait ramené carrément ses deux femmes, je crois, enfin ses deux petites amies au match. Il avait invité les deux au match des Ravens, il me semble. Enfin, ça, oui, les joueurs, on connaît les frasques des joueurs, mais d'un coach comme Urban Meyer, et surtout aussi respecté que lui, Ouais. parce que c'est quand même, il a une aura assez incroyable. C'est vrai que on s'attendait pas du tout à ça. Ça tombe en plus très clairement au pire des moments, et pour lui et pour la franchise. Ils en sont à 4 défaites sur les 4 matchs d'ouverture. Il y avait quand même déjà des échos qu'allait faire Jacksonville s'il n'y avait pas de réaction et s'il n'y avait pas de victoire qui arrivait. Là, j'ai quand même bien l'impression que ça va être entre guillemets l'occasion pour eux de dire bon bah voilà, on arrête tout avec Urban Meyer, on stoppe les dégâts et on va chercher quelqu'un d'autre. Ouais. Là, il y a le propriétaire des Jaguars, donc Shad Khan, qui a dit que Urban Meyer avait perdu, devait regagner le respect. Tu te rends compte enfin, là où on en est arrivé, quoi. Il doit regagner le respect de son président après ce qui s'est passé, et c'est inexcusable ce qu'a dit son président. Et voilà, oui, c'est clair que c'est inexcusable. Donc apparemment, Urban Meyer s'est excusé auprès de ses joueurs en disant qu'il voulait pas être une distraction, mais enfin, c'est clairement une distraction. Et c'est une distraction qui n'est pas nécessaire avec tout ce qui s'est passé depuis son arrivée à Jacksonville. Ça avait très mal commencé avec l'embauche de Chris Doyle d'Iowa, qui avait en fait qui était quelqu'un qui faisait des commentaires racistes, qui humiliait ses joueurs et qui était parti au final. Et puis Urban Meyer avait dit bah, je savais pas. Oui, c'est bien sûr, c'est impensable de dire qu'il savait pas, quoi. Ouais, c'est Et clair. puis
Et puis tout ce qui s'est passé ensuite avec Tim Thibault, même si voilà, c'est un autre débat. Tim Thibault a fait de mal à personne. Hein, c'est quelqu'un de très, très positif et qui fait globalement du bien autour de lui. Il a une association qui vise à organiser des balles de promo pour les enfants qui sont handicapés. Quoi. Donc voilà, donc c'est une personne. Il n'y a rien à reprocher sur Tim Thibault, mais voilà, il avait plus joué depuis 15 ans et au final, il ne le garde pas. Donc ils le prennent pour ne pas le garder. Voilà, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Cette équipe des Jaguars qui joue mal, mais encore ça peut se comprendre, mais qui affiche un visage sur le terrain qui est très bizarre, avec beaucoup de fautes, complètement perdu. Et voilà, donc tout commence à aller très, très mal pour les Jaguars. Donc même si je suis d'accord que je vois mal comment ça peut bien se terminer là pour Urban Meyer. En plus, il y a ce poste à USC apparemment bon, Urban Meyer a dit non, que ça l'intéressait pas, mais USC, à mon avis, serait très intéressé, très content de récupérer Urban Meyer. Donc, voilà, Oui, et puis je crois que ce sera ce serait une bonne porte de sortie pour lui parce que effectivement, si les Jaguars décident de s'en séparer, alors que ce soit là ou dans une semaine, hein, mais je pense que ouais. finalement, ce serait la meilleure porte de sortie pour lui pour rebondir et retourner sur le circuit universitaire. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai vraiment pas envie de finir sur une note positive. Je sais pas si ça s'entend pour nos auditeurs. Et j'ai été vraiment très déçu et très touché par ce qui s'est passé parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, si vous suivez le podcast College Football, vous savez certainement, ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup les Buckeyes, Ohio State. Et j'avais vraiment une très bonne opinion d'Urban Meyer et je croyais vraiment en lui pour faire quelque chose en NFL. Et j'ai été vraiment très, très déçu. Et je le dis à titre personnel, hein, ça n'engage que moi, hein, par ce qui s'est passé. Et enfin, je suis d'accord avec le président des Jaguars. Je trouve ça inexcusable et je suis vraiment très déçu. Donc, j'ai pas envie de finir sur une note négative le podcast. Et je pense on va continuer en parlant du grand retour de Tom Brady. On l'a pas vraiment évoqué, le grand retour de Tom J'allais te Brady. lancer dessus. Voilà. Arrêtons cette spirale négative. J'aime pas être J'allais te négatif. lancer sur la petite séquence nostalgie et le retour, The Return, comme l'ont appelé les Ouais. Américains, de Brady à Foxborough, donc pour jouer les Patriots. Voilà, donc un immense retour pour un immense champion. Je pense que voilà, pour rester dans l'épique, voilà, Tom Brady qui en plus est allé chercher une victoire. Bah, du coup, sa 32e contre les 32 équipes de NFL. Je sais pas ce que tu as pensé de ce retour, mais ouais, malgré les conditions météorologiques un peu difficiles, mais bon, ça encore on a l'habitude à New England. Ouais, alors C'était magnifique. la pluie était effectivement incroyable. De toute façon, le match n'a pas été non plus exceptionnel. Alors Oui. le final, c'est un peu un final à la Brady, c'est-à-dire on remonte le terrain et on termine sur un field goal. Il aurait dû perdre ce match malgré tout parce que New England a eu l'opportunité de remporter la rencontre, mais ils ont manqué l'occasion à leur tour sur field goal. Et il s'en sort avec une victoire. Brady, après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Enfin, Ouais. il a tout gagné, il bat tous les records. Il a dépassé Drew Brees au nombre de yards lancés en carrière. Il en est à 80 500. J'ai plus le chiffre exact. Damien, je sais pas si tu l'as. Je crois que c'est Non, je sais 80 pas. 568, quelque chose comme ça. Donc, un chiffre assez fou. Et le record, évidemment, est en cours. Oui, Il ça va a pas s'arrêter. Bah ouais, c'est ça. Il a battu donc New England. Ça y est, il a une victoire contre toutes les franchises de NFL et il égale Brett Favre, Drew Brees et Peyton Manning, rien que ça. Donc non, c'était super. Il y a eu la petite accolade avec Belichick en fin de match et a priori tous les médias ont dit qu'ils avaient passé 20 minutes à discuter dans le vestiaire ensuite. Donc je sais pas si Belichick était en train de le convaincre de revenir ou l'inverse. Ou Brady qui lui dit rejoins-moi à Tampa Bay. Sous le soleil, Mais toute ouais, la sous le pluie. soleil, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, non, c'était super. C'est juste dommage que Gronkowski n'était pas là du coup, parce que Oui, franchement, ça aurait été le retour des deux. Et c'est vrai que on parle toujours de Brady, mais Brady sans Gronkowski, je trouve que c'est plus pareil. Enfin, le duo est vraiment excellent aussi. Donc, mais voilà, ça reste une super séquence. En plus, à la décharge des Patriots et de Brady, je trouve que la séparation s'est vraiment plutôt bien passée. On sent que tout le monde est resté en très bons termes. Enfin, voilà, tout le monde était très très content de se revoir.
Et puis voilà, Brady, après, c'est la belle histoire. Il va aux Buccaneers, il est champion. Enfin, c'est vraiment le rêve américain. Ouais, c'est clair. C'est ça, toi, tu l'as dit. Je pense que l'histoire sera plutôt positive avec Brady en ce sens-là pour quelqu'un qui incarne le rêve américain. Ouais, c'est clair. Je suis très d'accord avec toi. C'est 80 560. Franchement, tu étais à 60 yards de. Ouais, j'étais pas très loin. Ouais. C'était vraiment pas loin. Non, mais comme tu disais, et puis en plus, moi, Brady, je trouve que, alors évidemment, en tant que supporter des Packers, ça a toujours été compliqué d'avoir un quarterback comme Rodgers qui a vécu en même temps que Brady. Mais c'est vrai que il faut lui reconnaître une chose, il a une culture de la gagne qui est juste hallucinante. Enfin, c'est juste fou. Ce gars, quand il arrive pour gagner, bah, on a l'impression que tout se met en ordre de marche pour lui. Et il arrive à être 7 fois champion quand même, donc c'est juste fou. Et en plus, j'aime bien sa personnalité parce que on a plutôt l'impression de voir un joueur au départ assez calme, assez introverti. Et en fait, pas du tout. C'est un vrai leader et ça se sent, ça se voit. Et j'avais adoré d'ailleurs son clash avec Tyrann Mathieu durant la finale l'année dernière parce que ça montre vraiment sa personnalité. On a l'impression c'est un faux calme en fait. C'est quelqu'un qui est un vrai leader et ouais, on peut que reconnaître son talent de toute façon. Ouais, c'est clair, on le connaît pas du tout. Et puis après, on l'a vu un tout petit peu pendant la célébration du Super Bowl. Un tout petit peu, on a vu un petit peu se lâcher un tout petit peu. Sur le bateau, tu veux dire? Oui, sur le bateau, et puis le retour un petit peu tremblant. Chaotique. Chaotique, avec, je crois que je sais plus qui le tient, je crois que je sais plus si c'est Rob Gronkowski, quelqu'un qui le tient, qui le maintient pendant ce retour. Voilà. Ouais, il était. Mais bon, en même temps, quand tu es 7 fois champion, je crois que c'est bon, tu peux. Tu peux célébrer. Hein. Non, et puis il y avait tout ce truc. Est-ce que Brady peut gagner sans Belichick? Et oui, dès la première année. Oui, Donc, par contre, apparemment, Belichick a un petit peu de mal à gagner sans Brady, pour le coup. Même si franchement, je pense que on peut saluer, tu en avais un petit peu parlé au début du podcast, je pense qu'on peut saluer quand même la performance en particulier de Mac Jones pendant ce match que j'ai énormément apprécié. Je trouvais très calme, très en maîtrise pour un rookie et qui affrontait en plus Tom Brady. Il a été quand même à la hauteur de l'événement. Ouais. Et puis, pour revenir à Belichick, je trouve que, bon, il y a eu cette année avec Cam Newton, la saison dernière, qui a été un peu malheureuse, parce qu'en plus, on s'attendait à un petit peu mieux. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a trouvé un quarterback qui est vraiment un quarterback pour lui et pour les Patriots, en termes de façon de jouer, de culture du jeu et de compréhension du jeu. Et je serais pas étonné, alors, on verra, parce que je sais pas encore pendant combien de temps Belichick va entraîner dans la ligue, mais je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à reconstruire une équipe compétitive d'ici quelques années. Je pensais qu'ils feraient un petit peu mieux cette année au niveau en particulier avec les Titans qu'ils avaient recrutés, parce qu'il y a eu Hunter Henry notamment. On verra sur la longueur de la saison, mais pour l'instant, ouais, je trouve que les Patriots font pas une si mauvaise saison que ça. En tout cas, meilleure que celle de l'année dernière. Ouais, c'est clair. C'est une réussite. Avant de se dire au revoir, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais aborder dont on n'a pas parlé, Michael? Mais non, écoute, je vais simplement saluer la victoire des Packers Ah oui. qui ont battu les Steelers. C'était important quand même qu'on remporte ce match. Mais non, écoute, c'était à peu près tout. Et si, quand même, on n'a pas parlé de New York. Les deux franchises de New York ont gagné en même temps. Ça faisait depuis 2019 que c'était pas arrivé, donc c'est quand même un exploit pour eux. J'avais pas vu cette stat passer, c'est incroyable. C'est pas Depuis décembre 2019, ils n'avaient pas remporté un match la même semaine, ouais. Ouais, ça doit être long, hein. Ça doit être difficile d'être fan de New York. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de courage. On en connaît un dans la rédaction, hein, notre chef, notre grand chef, le fan des Giants. Et il est très patient et très courageux. Et il souffre beaucoup. Merci à tous, merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cet épisode. On vous dit merci à tous d'avoir écouté et surtout merci Michael pour ton intervention. Merci à toi Damien et merci à tous nos auditeurs. Merci beaucoup et on se retrouve très vite, à très bientôt pour un nouveau podcast NFL sur The Free Agent. Salut. Ciao.